Donc, bonjour pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue au 16e Institut d'études de crise, édition spéciale d'automne. Mon nom est Georges Abracas et je suis professeure au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières et je suis membre chercheuse aux crises. Nous enchaînons maintenant avec un webinaire intitulé « La paralysie du deuil en temps de COVID ». J'ai donc le plaisir de vous présenter Joanne de Montigny, qui est psychologue clinicienne et spécialiste du deuil. Alors, merci et aussi merci à tous les organisateurs, organisatrices de m'avoir invité à présenter à cette version, la 16e rencontre Institut d'été à l'automne 2022. J'ai intitulé ma présentation « La paralysie du deuil en temps de pandémie », compte tenu ou en tenant compte des récits cliniques que j'ai entendus depuis surtout là, et pour vous dire que ma parole vient de ces récits que j'ai entendus, dont j'ai pris note avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, parce que c'est une période extrêmement spéciale pour les endeuillés et j'ai voulu rendre compte de leurs paroles en général. Alors, bon, là, je veux avancer. Pourquoi ça n'avance pas? Ça ne sera pas long. Il y a toujours un petit hic. J'ai mes flèches pourtant. Comment on va faire ça? Voilà, je vais faire ça comme ça, sur mon pad. Cette sculpture, je l'ai choisie en étant très touchée par ce qui, pour moi, représentait la mélancolie de l'endeuillé. D'ailleurs, la sculpture s'appelle « Mélancolie ». On peut la retrouver à Genève, dans la rotonde du Mont Blanc. Et je vais essayer de bien prononcer le nom du sculpteur en espérant que l'artiste ne soit pas à l'écoute parce que j'ai peur de maganer son nom. Il est roumain et suisse. Alors, ce serait soit Giorgi ou Georgi, prénom Albert. Et c'est un bronze qu'il a fait en 2012, je crois, où la photo a été prise en 2012. Je vois ici un être qui nous explique le vide que crée le deuil. Je vois aussi un être qui penche sa tête vers la vie d'avant et que, comme psychologue, on va inviter éventuellement à relever la tête pour regarder sa vie devant. Alors, le deuil en temps de COVID, voici quelques particularités. Chez le mourant, il a été abandonné par les siens bien involontairement dans un monde devenu incertain à cause des restrictions aussi. Et bien sûr, ce mourant a vécu une grande solitude, l'essolement, l'isolement. Pour l'endeuillé, ce fut l'absence de proximité humaine qui reste encore très douloureuse. L'absence de toucher, qui est un besoin fondamental en fin de vie, comme au début de la vie d'ailleurs, et qui a été court-circuité par la COVID. J'aime bien cette façon de peut-être illustrer mon propos que je suis allée puiser dans le bon livre de Van Lander, psychologue, qui a écrit sur la détresse des patients en fin de vie et ce qu'elle appelle une fracture de la continuité de soi. Je crois que le proche, lorsqu'il nous accompagne, nous fait vivre une continuité qui a été brisée, scindée, empêchée par la COVID. Il y a eu, pendant ce temps-là, d'autres facteurs concomitants qui n'étaient pas banals, comme le report de chirurgie
qui n'a pas pu avoir lieu lorsque c'était requis ou nécessaire. Le report de l'aide médicale à mourir qui avait été prévu dans certains cas impossible compte tenu des demandes autres. Le report, comme on le sait, des funérailles, on y reviendra. Et bien sûr, on pourrait l'appeler la suspension du deuil ou le report du deuil ou encore la paralysie du deuil, comme je l'ai nommé. Il y a eu aussi un temps de suspension de dons d'organes. C'était une option qui n'était pas possible pendant un certain temps, alors que cette option donne déjà à l'endeuillé du sens à sa perte, car il a le sentiment de redonner la vie à quelqu'un qui s'apprêtait à mourir. Il y a des facteurs aggravants au temps de la COVID et ça accentue les effets du deuil. Pas de retrouvailles en grand groupe, pas d'étreinte, pas de sourire, pas de poignée de main, pas de nouvelles rencontres, pas de réunions au travail, pas d'ambiance réconfortante, pas d'action bénévole et pas de repères. Ce sera jamais plus comme avant. C'est ce que les gens ne cessaient de me dire. Ça ne sera jamais plus comme avant. Non seulement j'ai perdu un être cher, mais je perds tous mes repères. Alors, voici une situation que je vais illustrer pour vous dire un peu qu'est-ce que cette dame a vécu pendant la COVID et encore aujourd'hui. Elle a 45 ans. Son amoureux est mort d'un cancer foudroyant. Elle a quand même pu le voir tout juste avant son dernier souffle aux soins intensifs. Mais, je le dis ainsi, elle n'a pas pu le sortir des griffes de la mort. Elle ressent depuis une immense révolte et bien sûr, son sentiment d'impuissance est énorme. La perte de son bien-aimé, on trouve ça à parler ensemble, semble se confondre avec l'absence de contrôle, un contrôle qu'elle n'a pas pu mener sur une mort trop rapide, presque soudaine, et la présence simultanée de l'intruse, la COVID-19. Elle ne pouvait pas exercer un contrôle ni sur l'instantanéité de la mort et puis l'arrivée de l'intruse COVID. Ainsi, ça accélère, ça exacerbe, si vous voulez, la révolte. Alors, rester chez soi, parfois longtemps, de longues heures, sans bouger, c'est ce qui lui arrivait. Elle était, et elle l'est toujours, en choc prolongé. Certains diront en onde de choc. Elle vit toujours l'événement de façon incrédule. Je le sais, mais je n'y crois pas. Et elle vit aussi un repli sur soi. Elle est vraiment centrée sur ce moment-là, difficile à l'extirper des images terminales. Alors, elle a vécu quand même des funérailles dans la plus stricte intimité. À l'époque, ils avaient droit à 10 personnes, mais toutes ces personnes lui étaient inconnues. Son amoureux, elle était en relation avec lui depuis 18 mois, mais n'avait pas rencontré ses proches. Alors, elle est arrivée là assez seule et assez mal à l'aise. Elle se retire du travail et elle l'est toujours retirée du travail pour un temps indéterminé. Elle s'isole et se prive de tous les possibles parce qu'on regarde ensemble ce qui serait possible, mais c'est trop tôt. Elle refuse la vaccination pour le moment et puis elle renonce à voir ses parents vieillissants qui, eux, réclament une preuve vaccinale parce que leur santé est vacillante et ils aimeraient bien la voir, mais pas si elle n'est pas vaccinée. Elle choisit de ne pas aller les voir.
et elle songe à quitter son travail si jamais l'employeur en venait à obliger le vaccin. Attendez, comment je fais pour revenir juste en arrière? On dirait qu'avec... Oui. Comment j'approche cette personne en douleur? Je l'approche d'abord en l'accueillant sans la bousculer, parce que la mort soudaine l'a bousculée. J'essaie d'entendre et de vibrer à sa souffrance liée à une perte soudaine. Il faut ressentir de l'empathie pour ce qu'elle a subi. En fait, quand je dis il faut, ça doit être naturel. On doit, comme psychologue, je dirais, j'oserais dire, avoir mal avec elle. On aborde ensemble le sentiment d'impuissance, le sien et le mien. Pour le moment, elle me fait vivre de l'impuissance parce qu'elle en vit passablement. Ensuite, je l'informe quand même des consignes autour de la COVID et pour la protéger et protéger ses proches au travail sans imposer, car je la perdrais immédiatement. Je lui propose plein de choses encore, toujours autour de la COVID, mais je dois surveiller mon contre-transfert parce que nécessairement, je ne suis pas là pour réagir à sa propre réaction. Je suis là pour porter sa réaction et élargir avec elle ses raisons. Je dois croire en elle. Ce n'est pas difficile pour moi. Je crois toujours en mes patients. Je dois croire en elle, croire en son chemin, à sa peine surtout. Je le fais en respectant son système de défense contre ses conflits psychiques. Et je sens bien que je dois aussi réaliser à quel point son angoisse de mort a été soulevée. Et j'interviens, quand j'interviens, seulement si une parole se crée dans un moment de présence et de confiance partagée. Maintenant, je vous amène à une situation autre, mais pour vous dire aussi comment ça se vit en temps de COVID. Cette dame a été hospitalisée en avril 2020 pour des douleurs et autres symptômes à l'âge de 75 ans. Et elle apprend là qu'elle souffre d'un cancer incurable. Elle en mourra en mai 2020. Si vous faites le calcul, c'est une mort assez soudaine. Les visites sont interdites à ses enfants durant l'hospitalisation et seul son conjoint obtient le droit de l'accompagner à des heures ciblées. Ce sera le début d'une pandémie qui allait bouleverser une vie familiale et mettre fin de façon abrupte à une relation intense, et j'insiste sur le mot intense, mère-fille. C'est un deuil marqué au fer rouge. Cette femme veille sur sa mère en demeurant dans sa camionnette garée au pied de la fenêtre de la chambre d'hôpital. Son père lui indique à quel moment appeler sa mère et tente à chaque fois de relever la tête de lit dans sa direction. Durant les 2 dernières semaines, par téléphone, elle répétera à sa mère son amour et son indignation de ne pouvoir l'entourer de ses 2 bras. Cette dame a tellement de crises de larmes durant une session que je ne dois pas oublier qu'une psy est également là pour porter et sécher les larmes avant la fin de la session. Le dernier souffle, ça se passera au petit matin. La fois où son père apparaît à la fenêtre, il signale alors son numéro et lui annonce la mort de sa mère. Il active simultanément une lampe de poche car il fait nuit et tente ainsi de créer un simili-contact. Père et fille se cherchent du regard au loin, désemparés, privés de réconfort, de la chaleur mutuelle. La scène
elle me sera décrite par cette dame comme surréelle, cruelle, insupportable, et elle dira une torture psychologique. Elle dira que c'est le début d'un deuil accablant, et moi j'ajoute paralysant pour elle. Elle se confinera à son tour par solidarité avec le vécu terminal de sa mère. C'est comme si le début de son deuil, elle voulait le faire à la manière dont elle avait perçu la fin de vie de sa mère, éloignée des siens. Elle s'est éloignée elle aussi. Elle a souvent utilisé les 3 mots suivants pour dire son deuil 18 mois après la perte. On assiste ici à un deuil persistant. Elle dit « Mon deuil est inhumain, inacceptable, injuste. » Cet enfant qui habite un corps d'adulte crie au secours, au scandale et à l'aide. Elle souffre de n'avoir pu dire adieu en personne à celle qui lui a donné la vie. Les circonstances soulèvent une détresse psychologique marquée par le schisme familial, le confinement social et le report des funérailles pour rendre hommage à une mère qualifiée d'exceptionnelle. Elle me dira, si maman avait été à l'église comme toutes ses volontés avaient été présentées à nous, sa famille déjà, l'église aurait été pleine. Et pour elle, ne pas pouvoir avoir autant de monde pour rendre hommage à sa mère, ça faisait partie de sa détresse. Le deuil, donc, compliqué par la COVID, on le voit bien, et par d'autres facteurs qui provoquent cette paralysie du deuil. Je l'ai dit tantôt, mais j'insiste, c'est une relation qui est belle, mais qui est tellement intense. Hein? C'est une séparation ultime qui est vécue à distance. Donc, une dernière séparation à distance, c'est intolérable. C'est sa difficulté de recourir avec moi, quand j'essaie de le faire, à de bons souvenirs et puis à des symboles qui pourraient lui confirmer le lien qui existe toujours. Elle a de la difficulté à réinvestir les êtres qui l'entourent, ses propres enfants, parce qu'elle dit « mes enfants n'étaient pas là avec moi non plus ». Et puis, elle essaie de se rapprocher des autres endeuillés en lisant des articles ou autres, mais elle dit qu'elle ne peut pas. Elle dit « je ne sais pas si je suis égoïste, mais ça me fait trop mal pour mon propre deuil ». Elle a de la difficulté à accepter la réalité de la mort. Elle ne comprend pas qu'une vie a été dessinée avec, pour conclusion, une mort. Elle a de la difficulté à éprouver de la gratitude pour tout ce qu'elle a vécu avec sa maman, parce qu'elle me répond « oui, mais je ne l'aurai pas dans le futur ». Et puis, elle regarde son futur dépourvu de la présence d'une mère et s'est pressentie sa mère comme dans sa vie, une dame qui était pour elle unique, idéale, peut-être idéalisée. Les observations cliniques. Le refus bloque son deuil, bien sûr, la non-acceptation des circonstances qui entourent la perte. Elle se réfère beaucoup au livre de Marie de Henzel qui s'appelle, je l'ai ici, l'interdit de l'adieu. Alors, elle dit, j'ai pas pu dire adieu et de cela, elle souffre énormément. Adieu en personne en tenant la main. Si le refus est habituellement, comme on le sait, de courte durée, ici, le refus s'installe. Ces sentiments d'injustice remontent à la surface. Elle a des sentiments d'injustice. Elle croit que ses droits d'accompagnement ont carrément été violés. Elle a le sentiment de trahison par le système de santé, de rejet et d'exclusion, puisque seul son père pouvait tenir la main de sa mère.
Tout ça empêche ses facultés d'adaptation à une situation, disons-le, atypique. Elle vit, je le confirme, une perte traumatique. Le soutien psychologique, que puis-je faire? D'abord, peu d'intervention, beaucoup d'écoute, une capacité de porter les pleurs, les doléances d'une femme quinquagénaire en deuil et simultanément aux prises, parce qu'elle vit tout ça aussi, avec la ménopause, le report d'une intervention chirurgicale très sérieuse, le départ des enfants de la maison familiale. Quelques enfants ont commencé à quitter le nid familial. L'accompagnement de son père, qui lui-même est survivant à 2 formes de cancer, et le retrait de son travail auprès de petits écoliers qu'elle aime tant. Il importe de tenir compte de tous ces défis qui entourent sa perte, des conditions vécues comme inhumaines. Moi, ce que je découvre avec elle, je vous le livre ici. Son deuil, il est superposé présentement avec un deuil assez lointain, mais pas si lointain, un autre deuil traumatique survenu à la fin de son adolescence. Elle a perdu une sœur par suicide. L'impossibilité de protéger une sœur qui s'est suicidée serait-elle ici ravivée par l'interdiction d'accompagner une mère en fin de vie? Le sentiment d'avoir raté l'essentiel, c'est-à-dire offrir sa présence à 2 reprises aux derniers instants de la vie de proches. L'appréhension de perdre son père sans qu'il ne puisse à son tour être accompagné demeure un grand souci chez cette dame. Alors, j'aimerais vous parler des rôles inversés en fin de vie. On sait que la régression du malade est marquée par la prise en charge des proches qui procurent des soins. Nourrir, éponger le front, masser le dos, faire quelques pas, bras dessus, bras dessous. Tout ça, c'était interdit. Alors, la régression du malade qui est vécu comme un mécanisme de défense face à la mort. Et je reviens à la pensée de Van Lander qui dit ceci, pour parler de la régression du malade en fin de vie. Elle appelle à l'environnement comme refuge où les patients se glissent pour se laisser porter, accroissant par la même occasion la perception de leur perte fonctionnelle. Les corps des mourants redeviennent objets de soins et d'attention, de bienveillance de la part des soignants ou des proches. Et de tout cela, elle en a été privée. Ce sentiment de faire quelque chose pour l'être aimé, démuni et vulnérable, je l'appelle bien sûr l'altruisme, de lui offrir une présence enveloppante, plus que tout de pouvoir lui dire merci dans un adieu porteur d'un au revoir. Voilà tout ce que la COVID a confisqué aux très proches maintenus à distance. Le report des funérailles. C'était intéressant de lire les rubriques nécrologiques, comme j'ai toujours fait depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, mais celle-ci était vraiment différente. Une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement, quand les mesures sanitaires le permettront. Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, nous demandons aux personnes non doublement vaccinées de ne pas se présenter. Prendre note que le port du masque est obligatoire en tout temps dans la succursale. Alors, ça variait selon les époques. Un maximum de 50 personnes sera accepté avec une rotation permise. Pour ceux et celles qui ne seraient pas à l'aise de participer à un événement funéraire dans l'actuel contexte pandémique, sachez que vous avez toute notre compréhension. Alors là, voilà une famille qui cherchait à déculpabiliser les proches qui ne pouvaient pas aller les serrer dans leurs bras.
Ensuite, on a vu que ça s'est fait ailleurs, puisque dehors, on pouvait être plus nombreux. J'ai lu qu'il y avait réception dans un vignoble et puis que conformément aux consignes sanitaires, le passeport vaccinal était toutefois exigé. Conformément aux directives relatives à la COVID, un service commémoratif privé et sur invitation seulement sera organisé. Le service diffusé sur tel site. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Je me dépêche pour vous le dire, mais je crois que c'est important. Quand ma mère est morte, c'était à Sherbrooke. Et ce que j'ai apprécié en recevant les condoléances des personnes qui venaient me rencontrer avec mes frères et sœurs, c'était ce que je vais vous dire. Ne pas espérer la venue de telle personne. Une surprise. Quelqu'un, parce que là on dit sur invitation seulement. Mais vous savez, ce qui fait du bien aussi à l'endeuillé, c'est d'accueillir quelqu'un dont vous ne vous attendiez pas. Alors voici, j'ai reçu la visite d'une amie consoeur psychologue qui est partie de Montréal, qui est arrivée à Sherbrooke, qui m'a prise dans ses bras. C'était à la fin comment je dirais, de la journée au salon funéraire. On allait fermer bientôt. Et elle a dit, je suis partie tout de suite après ma clinique, je voulais absolument te serrer dans mes bras. Et elle a repris l'autoroute vers Montréal. Je n'oublierai jamais, jamais le réconfort que cela m'a donné. On sait qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas recevoir des personnes en présence. Alors, selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Quand on dit ça, on disait ça avant la COVID aussi, mais là, on l'a dit plus souvent pendant la COVID, et c'est ainsi qu'on a été privé de tout ce que je viens de vous dire. Bon, j'aime bien ce titre que la journaliste Anne Field a donné à un texte dans la presse. J'ai la bibliographie qui vous réfère à tout cela. Alors, l'anthropologue et ami Luce Desaulniers disait « Gardez son mort à soi », parce que maintenant, durant la COVID, il y a beaucoup question de ça aussi. D'une certaine façon, peut-être en dehors de la COVID, c'est refuser qu'il fasse partie d'une humanité historique. Ce que j'en comprends, hein, parce que quand on marche dans un cimetière, on a la date de naissance, la date de la fin d'une vie. Déjà, on a l'histoire d'un individu qu'on n'a pas connu, mais qui compte. Il compte. Son nom est là. Ce n'est pas quelqu'un qui n'existe pas, c'est quelqu'un qui a existé et qui doit exister dans l'histoire et dans le souvenir. D'un point de vue psychologique, moi je rajoute, peut-être que s'emparer des cendres, et ça, je ne voudrais pas que vous pensiez que je porte un jugement là-dessus. Je dois vous dire qu'il y a plus de gens, à ma connaissance, dans ma clinique, là, qui conservent présentement les cendres. Moi, je dis peut-être jusqu'à ce que la poussière que soulève la pandémie ne puisse retourner à la terre. Est-ce donc une transition? Peut-être est-ce la volonté du disparu, un choix qui nous est imposé par la COVID, un désir personnel qui pourrait faciliter ou paralyser le travail de deuil. Vous savez, garder les cendres à la maison ou les porter sur soi s'avère pour certains une façon, c'est ainsi qu'on me l'explique, de se lier à jamais au défunt, de ne pas se séparer du mort. Ça symbolise la force du lien, mais cette force de lien qui n'est pas encore possible sans objet. Et les cendres deviennent un objet palpable pour symboliser la présence infinie de l'autre. Alors, cette appropriation des cendres semble retarder, je le remarque, un processus de cicatrisation du deuil. Je vois que quand on fait nos rencontres, souvent l'urne est à côté de la personne qui me parle.
C'est quand même très spécial. Des personnes ont le sentiment que cette urne prolonge la vie du défunt, comme si elle parlait de lui en sa présence, comme s'il n'était pas tout à fait mort. Alors, dans l'observation clinique, la démarcation entre mort et vivant permet à ceux et celles qui restent de véritablement entrer dans leur deuil. Il y avait une auteure qui avait écrit déjà, il y a une auteure qui avait écrit, j'ai oublié son nom, le plus difficile, ce n'est pas de sortir du deuil, c'est d'y entrer. Durant la COVID, peut-être qu'on vit bien sûr le deuil autrement. Alors que durant la COVID, certains non-endeuillés apprécient le silence de la vie et la distension sociale que nous oblige la pandémie, d'autres ont beaucoup souffert de l'impossibilité d'accéder à des distractions constructives, des rencontres significatives, des activités groupales, culturelles, sportives. Il y a une grande souffrance de ne pas avoir eu accès à cela, ce qu'on appelle de belles distractions constructives. On ne peut pas toujours être dans le deuil et la COVID nous plongeait littéralement toujours dans le deuil. Les professionnels de la santé, tout comme les artistes, ont dû créer de nouveaux modes relationnels, d'autres façons de se relier les uns les autres, de rejoindre les personnes durement éprouvées par le deuil en temps de COVID. Autrefois, j'animais des groupes de deuil de 2015 à 2020, jusqu'à ce que la pandémie arrive. Il y avait 75 personnes qui se regroupaient mensuellement derrière des portes ouvertes, dans une salle feutrée, avec des fauteuils placés en demi-lune. Tout est prévu pour envelopper l'endeuillé. Le lieu, l'accueil, la présence, le sentiment d'appartenance, l'établissement de contact, les témoignages des participants, le petit goûter à la fin de la soirée, offert par le repos Saint-François d'Assise, tout cela contribuait à procurer les premiers signes de réconfort, compenser l'absence de l'être aimé par la présence d'autres endeuillés, suscite une empathie collective, ce qui n'a pas été le cas durant la COVID. Alors, comme tout le monde, je me suis retournée de bord et puis j'ai décidé, bien sûr, que je vais me connecter et on va faire nos rencontres avec le plus de monde possible. Il y a des avantages aussi. On pouvait accueillir plus que 75 personnes grâce à l'écran. Ça permettait donc à un plus grand nombre d'invités, d'écouter notre invité et puis de rompre l'isolement, de s'identifier à d'autres personnes endeuillées encore une fois, de retenir un mot ou une phrase que l'invité aura partagé, de poser une question, de partager brièvement une émotion par le truchement du chat avec des pseudonymes ou de réels prénoms, toujours avec ce besoin de parler, de nommer le prénom du défunt, avec le courage d'exposer sa peine. Les défis de la téléconsultation, parce que j'ai dû, comme je vous dis, m'adapter rapidement et je ne fais que cela. Et je dois vous dire que j'y vois tellement d'avantages. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui possédait tout l'équipement pour faire de l'écran. On a agi vite par téléphone. Pour l'endeuillé, il s'agissait de trouver un espace discret, parfois inusité. J'ai vu des gens dans le walk-in, dans le placard. Donc, il y en a qui sortent du placard, il y en a qui entrent dans le placard. La voiture stationnée avec quelqu'un dedans qui nous parle et qui nous dit sa détresse. Dans un parc, alors que personne n'a connaissance de la détresse de cet individu. Dans un jardin, dans une cour intérieure, même dans la salle de bain, parce qu'on ne veut pas que les autres dans la maison nous entendent, ou sous-sol et ainsi de suite. Pour le thérapeute, privilégier un même espace assurait la confidentialité et la stabilité. C'est très important qu'on retrouve le thérapeute au même endroit.
Ne plus pouvoir sonner à la porte du thérapeute comme on venait sonner à la mienne. Ne plus pouvoir découvrir une présence, espérons-le, accueillante, assurante et chaleureuse, pour investir un lieu, parce que les gens parlaient du lieu qui les accueille, un lieu consacré, un lieu qui porte leurs paroles. Il nous importe, comme psychologues, de trouver la façon d'offrir la même qualité de rencontre en étant présent à l'écran, parce que nous sommes de visage à visage, et de visage à visage tombent les masques. On n'a pas ces fameux masques. C'est terrible d'aller en thérapie avec un masque alors qu'il faut se débarrasser de nos masques. La tonalité d'une voix, ça peut passer par là, la rencontre, par cette chaleur qu'on ne peut pas donner en présentiel. Il faut trouver les autres sens pour faire passer cette présence. Comment? Comme une visite à domicile. J'avais l'impression d'aller chez les gens comme une visite à domicile. C'est une intimité renouvelée, redéfinie. C'est un lieu qui parle de soi, ceux qui nous reçoivent, de leur lieu de rencontre. Tout ce qui ne peut pas se vivre en présentiel, je l'ai vécu depuis la COVID. On me présente l'animal de compagnie. On s'installe au piano pour me dire, je n'avais pas pu vous dire que je joue de la musique au piano. Je fais des toiles. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une toile que j'ai concoctée. Ah oui, j'ai vu un papa qui me parlait de son deuil, mais aussi avec le nouveau-né. Il tenait le petit bébé, puis il me parlait comme ça. Il me disait, si ça vous fait rien, on va faire notre rencontre à voix basse. Je pense qu'il ne va pas se réveiller. Mais c'était émouvant, je vous le dis, il n'aurait pas pu faire tout ça en présence. Je vis des choses beaucoup plus grandes que je ne le croyais. Alors, je voudrais, je vois que le temps avance, je me dépêche, donnez-moi 2-3 minutes. Je voudrais que vous preniez connaissance de cette étude que j'ai lue dans les cahiers des soins palliatifs où on parle du langage métaphorique, hein, qui s'avère un vecteur existentiel et phénoménologique important du deuil. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, on les entendait ce matin, écoutent les récits des endeuillés pour pouvoir poursuivre plus loin des recherches, parce qu'on n'a pas fini d'essayer de trouver tout ce que ça a occasionné chez les personnes en détresse durant la COVID. Alors, comme les chercheurs, moi aussi, j'essaie d'interpréter, de vous rendre le plus justement possible la parole des gens que j'écoute. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Oui, il y a beaucoup de pensées d'auteurs que je vous ai livrées ici dans mon PowerPoint parce que je les trouvais belles, je les trouvais aidantes, je les trouvais soutenantes. Et je me dis que vous pourrez aller les consulter, les lire. Il y en aurait eu bien d'autres, mais comme il faut quand même essayer de résumer tout ce que les soignants, les familles, les malades, tout ce que ces gens frappés par la COVID ont vécu. J'aime bien Nicolas Lévesque, ce psychologue que j'écoute de plus en plus récemment et qui me va droit au cœur. J'aime ce livre, je ne saurais pas bien le prononcer. Je crois que c'est, attendez, je vais vous le dire. Je suis sûre qu'il y a des consoeurs qui m'écoutent et qui savent bien ce qu'il a écrit. Je pense que c'est Thomas, je ne sais pas trop comment on le prononce, un psy en chute libre, magnifique. Il a un chapitre sur la COVID, c'est magnifique. Il dit qu'il y a le mot vide dans COVID, ça revient peut-être à ma sculpture du début. En fait, j'ai des citations, Luce Desaulniers, Nicole Bordelot, qui nous aident peut-être à trouver à l'intérieur de soi un lieu qui présentement n'existe pas à l'extérieur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ce qu'on ne peut pas présentement trouver à l'extérieur, grâce aux artistes, grâce aux écrivains, grâce aux êtres qu'on aime, grâce à l'intimité de la rencontre, on peut
à l'intérieur de soi, se recréer tout un monde. Voilà, je ne m'étais pas minutée, mais je crois que j'ai répondu à la consigne 40 minutes. Oui, oui, merci Madame de Montigny pour votre présentation très intéressante et très touchante. Donc, c'est le temps, et vous avez vraiment respecté le temps à la minute près, donc merci beaucoup. Oui. Donc, on a quelques questions pour vous que je vais commencer par la mienne, en fait. Quand vous avez parlé des personnes qui gardent les cendres à la maison ou les gardent proches d'eux, les portes, comment en tant que psychologue, parce que je suis psychologue clinicienne aussi, comment en tant que Oui. psychologue on peut aider la personne à entrer dans le deuil, comme vous avez dit, d'une personne comme ça? Oui. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut l'aider à entrer dans ce deuil-là? Oui, en fait, je crois qu'on peut vérifier avec elle en lui disant, vous avez besoin de garder les cendres à la maison, peut-être pour un temps indéterminé, pour un temps qu'on ne peut pas prévoir présentement, et que ça vous aide et que vous en avez besoin. Est-ce que si disons, les cendres n'étaient pas à la maison, où verriez-vous la possibilité de trouver un lieu pour votre défunt? Euh, Quelles sont les images où vous aimeriez l'installer? Alors, des fois, les gens vont me dire, ben, plus tard, peut-être dans un cimetière, mais je ne suis pas certaine. Peut-être que je vais disperser les cendres dans l'eau, je ne suis pas certaine. Alors, le principal, c'est que j'essaie de discuter avec l'importance pour eux, pour le moment, de garder les cendres. Et j'ai vu des gens qui les gardent 4 ans, 2 ans, 5 ans, et qui les retournent à la terre ou qui les retournent ailleurs. Mais pendant ce temps-là, ils en ont eu besoin. Merci. Et en fait, je trouve intéressant que vous les aidez comme à se projeter dans l'avenir. En disant, Oui, mais quand ça va être, c'est pour l'instant, je comprends, mais dans l'avenir, est-ce que vous avez des idées? Comment vous voyez oui, ça? Donc, les oui. faire sortir du moment présent douloureux ou le passé au futur. Oui, Puis, en fait, la même question, c'est la même question, mais sauf les proches. Qu'est-ce qu'on peut, comme psychologue, c'est différent, évidemment, parce que, bon, on est des cliniciens et tout, mais les proches à la maison qui voient la personne garder les cendres, les porter, qu'est-ce que les proches peuvent faire pour aider? bien, c'est difficile parce que parfois, des proches ont senti que le mort appartenait à celui ou celle qui avait les cendres à la maison. OK. Et les proches avaient de la difficulté à demander, puis-je aller me recueillir sur l'urne parce qu'ils ont peur de déranger. Ils OK. savent qu'il y a une pièce qui est sacrée dans cette maison, ils n'osent pas entrer. Alors, les proches ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Et puis, je leur dis la même chose. Je leur dis, c'est peut-être temporaire, transitoire, à, à, à ce que vous puissiez convenir, toute la famille, que pour un temps, l'urne est à tel endroit, mais elle sera posée à un endroit où toute la famille pourra se rejoindre et aller se recueillir soit devant une pierre ou soit pour d'autres devant un arbre quelconque. Il y a plusieurs façons pour les gens d'essayer de vivre la perte et la continuité de leur deuil. Mais c'est sûr que ça peut faire quelques conflits dans la famille parce que à qui appartient le mort? C'est ça, c'est intéressant ce concept d'appartenance ou d'appropriation de la personne décédée, Oui, donc les proches qui osent.
pas nécessairement aborder le sujet. Non. Ils savent que c'est très délicat. C'est très délicat. Très Oui, mais délicat. en même temps, on les invite toujours hein, à une réunion de famille. J'ai fait ça avec Ah, un papa de famille qui disait que sa fille voulait absolument les cendres et son autre fille avait décidé de ne plus jamais aller chez sa sœur parce qu'elle avait peur de oh, voir que sa maman était dans l'urne. Alors, on a décidé ensemble peut-être d'une réunion qu'il ferait avec ses filles. Et ça s'est très bien passé. Il leur a demandé pour lui, pour l'autre fille, pour tout le monde, euh, qu'on puisse déposer les cendres ailleurs ouais. et que tout le monde y soit invité. C'est une excellente idée, comme justement faire venir les gens ensemble pour parler Oui, de ce de ça. sujet-là. Oui, On a une autre question aussi concernant justement c'est quel genre de personnes, quelles sont les personnes qui sont plus susceptibles d'avoir le type de deuil qui est comme, on va dire, plus compliqué ou comme, oui, euh, et oui, comme entravé par la COVID, là, tu sais, la oui, situation. Donc, selon votre expérience, selon ce que vous avez vu, vous nous avez donné une couple d'exemples, mais est-ce qu'il y oui, a autre chose qui pourrait nous oui. aider à éclairer là-dessus? Oui. Alors, bien sûr, les exemples que j'ai donnés nous éclairent quand même sur euh, la, le type de lien qu'on a développé. Alors, la personne qui avait développé un lien intense avec sa maman, je crois qu'à 2 heures du matin, ils se parlaient encore très souvent. Alors, elle avait un lien vraiment, c'était son amie, c'était sa confidente, elle avait tous les rôles. Alors, quand on nomme une personne comme ça avec tous les rôles autour de nous, elle joue tous les rôles, eh bien, c'est sûr que quand on la perd, on a l'impression de perdre tout le village, tout un monde. Alors, cette relation à proximité, alors que là, on ne peut plus l'approcher en fin de vie, a fait que ça a été la catastrophe, quoi. Mais je pense qu'une personne qui ne peut pas justement symboliser avec le fait que même mort, la personne est toujours là en nous, puisque cette personne nous a transformés comme êtres humains. Si je n'avais pas connu cette personne, mon conjoint, ma mère, mon enfant, je ne serais pas devenue qui je suis. Et si on ne peut pas faire ce travail dans l'invisible, peut-on dire un peu, symbolique aussi, en l'absence du corps, eh bien, dans ce sens-là, c'est plus difficile. Pour les personnes qui ont besoin du palpable pour guérir, et non pas des représentations. Moi, si je ferme mes yeux, je peux me représenter une personne décédée que j'aime. Je vois tout son visage. Mais il y a des gens qui vont fermer les yeux et qui ne voient rien. Ils vont dire, je ne vois rien, mes yeux sont fermés. Alors, bien sûr que c'est plus difficile d'intégrer la perte quand on n'a pas pu assister à la fin. Ce matin, à la table ronde, Débra Humel le disait fort bien qu'en fin de vie, on apprivoise cette fin dans le prédeuil et on est capable de voir le déclin. Et comme je le disais dans ma présentation, le fait d'apporter des soins à maman en fin de vie, on a l'impression d'avoir contribué à son départ, un peu comme on contribue à accueillir le nouveau-né, Ouais. on veut contribuer au départ de celui ou celle qui s'en va. Et ainsi, les dernières paroles, l'adieu, le fameux adieu qu'on prononce de différentes façons tout haut à celui ou à celle qu'on aime, c'est comme le bienvenu, mon enfant, qui arrive au monde. Et c'est là que c'est dur. C'est comme si votre enfant arrive au monde et il n'y a personne pour le saluer. Il n'y a personne pour l'accueillir. Et c'est comme à la fin de vie, c'est pareil avec la COVID. Il n'y avait personne pour nous saluer avant de partir, ou presque, parce que je lève quand même mon chapeau aux soignants qui ont su tenir la main des proches qui étaient laissés
seuls et à eux-mêmes. Oui. Donc, c'est pour ça aussi, ben, très intéressant cet aspect de la personne qui n'est pas capable de se représenter ou comme symboliser, voir la personne, même avec les yeux fermés, ou Oui, ressentir, ressentir tout ce qui a existé ouais. et d'apprécier. Donc, vous savez que la gratitude nous aide toujours à retrouver notre joie profonde. Donc, la gratitude pour la vie qu'on a eue ensemble. Hein? Moi, je dirais, c'eût été pire de ne pas t'avoir connu que de t'avoir perdu. Mais pour plusieurs, c'est le prix est trop cher de t'avoir connu et de te perdre. Donc, il y en a qui, malheureusement, je vais le dire un peu comme ça fait léger, mais c'est peut-être ça, c'est comme si on avait oublié de lire le dernier petit paragraphe en bas de la feuille dans le contrat de vie, comme si on nous disait qu'à la fin de la vie, il y aura une séparation ultime. On ne l'a pas bien lu, c'était écrit en petit, et on fait le saut qu'on va perdre quelqu'un autour de nous. C'est comme irréel. J'ai tellement pas pensé à la mort durant la vie. J'ai tellement pensé que regardez, combien de fois on va dire à quelqu'un qu'on aime, tu me promets, hein? Tu mourras pas, hein? Oui, en Tu effet. me le promets, hein? Hein? Alors, si tu me promets que tu mourras pas, moi, je me sens solide. Oui. Mais si tu ne peux pas me le promettre, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas le promettre, mais on ne se rend pas compte qu'on demande à l'autre de toujours vivre, de ne jamais mourir. Et bien sûr, ça a rapport à notre propre mort, mais on commence déjà par la perte de l'autre à ressentir notre propre angoisse de mort. En effet, et justement, si la personne promet de ne pas mourir, quand elle meurt, ben, elle brise un Oui. contrat en quelque sorte. Oui, en fait, ça peut sonner un peu ridicule, mais c'est comme si on disait à l'autre, tu promets de ne jamais me laisser. Hein? Oui, Alors, ça comprend la mort. ouais, Et, exactement. eh bien, oui, on va être laissé par des gens qu'on aime et qui nous aimaient, soit dans une séparation douloureuse et incluant la mort. Et ça, c'est sûr que tout le long de la vie, hein, on ne peut pas se préparer ou se pratiquer à vivre ou à mourir ou à perdre, mais tous les livres qui existent, moi, ça m'a aidé. J'en ai des bibliothèques pleines sur la perte, sur la philosophie du deuil et du mourir, la psychologie du deuil et du mourir. Et plus on va en parler ensemble, peut-être que moins l'écart sera grand entre il vivait hier, il n'existe plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame de Montigny, pour ces sages paroles, présentation très, très intéressante.